Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir la partie numéro 1 concernant le module de la biologie cellulaire. Dans cette partie, et donc dans cette capsule vidéo, on va voir le chapitre numéro 2 concernant la membrane plasmique et je vais traiter sous forme de plan suivant. Premièrement, la description de la membrane plasmique. Par la suite, l'infrastructure de la membrane plasmique. Et par la suite, on va voir la composition. Et quatrièmement, on va voir les protéines membranaires. Et concernant la deuxième partie, on va voir les principales propriétés de la membrane plasmique et leur rôle physiologique. Donc, premièrement, je vais commencer par une vue générale concernant la membrane plasmique. Donc, voilà, comme vous voyez ici, dans cette photo qui illustre la structure de la membrane plasmique. Ce qui ne peut remarquer, c'est que la membrane plasmique est délimitée chacune de nos cellules en deux milieux, le milieu extracellulaire et ici c'est le milieu intracellulaire. Le milieu intracellulaire, c'est ce qu'on appelle le cytoplasme et du milieu extracellulaire qui est constitué de liquide intercellulaire, bien le liquide interstitiel, est composé majoritairement d'eau et des molécules qui nous voudront peut-être entrer à l'intérieur de la cellule. Et regardons maintenant notre membrane plasmique qui fait la frontière entre ces deux compartiments. En outre, la membrane plasmique est constituée d'une bicouche de phospholipides. Donc, cette couche de phospholipides, il est constituée de deux éléments essentiels, des boucles ici qui sont colorées en rouge et des petites lignes bien des queues jaunes comme vous voyez ici. Donc un phospholipide est constitué d'une petite tête qui est hydrophobe et deux petites queues qui sont hydrophobes. Donc en plus des phospholipides, la membrane plasmique est composée aussi de toute une panoplie de protéines et des glycoprotéines dont je vais détailler dans les diapositives suivantes. La membrane plasmique, il s'agit d'une enveloppe continue qui forme une frontière et c'est une barrière entre les milieux extracellulaires et le cytoplasme, c'est le milieu intérieur de la cellule. Parmi les fonctions, elle assure l'intégrité de la cellule, elle régule la composition du cytoplasme et du milieu extracellulaire. Donc, il s'agit d'une zone d'interaction de la cellule avec son environnement. Donc, parmi les autres rôles de la membrane plasmique, il permet la détection et la transduction des signaux extérieurs. Elles permettent une interaction structurale entre les cellules. Et une autre particularité de la membrane plasmique, c'est qu'ils permettent la transduction de l'énergie chez la cellule prokaryote. Donc, elles permettent aussi la reconnaissance du soi et du non-soi. Donc, la membrane plasmique appartient à un grand ensemble connu sous le nom des membranes biologiques qui correspond chez la cellule eucaryote à la membrane plasmique plus l'ensemble des membranes qui ont entouré tous les organites qui baignent au niveau du cytoplasme de la cellule. Donc, règle générale, toutes les membranes biologiques se rassemblant de points de vue, structure et de composition chimique, d'organisation moléculaire et de propriétés physiologiques. Et donc, on appelle tout ça l'unité membranaire. Et donc, maintenant, on va voir deux cas de figure en ce qui concerne la membrane plasmique du globule rouge. Premièrement, la membrane plasmique ou bien la morphologie de la membrane plasmique des globules rouges observés au microscope électronique après coupure ultrafine et traitement avec le tétroxyde d'osmium. Et concernant le deuxième cas, c'est la même membrane plasmique des globules rouges observés au microscope électronique après la cariodécapage. Donc, la cariodécapage, c'est une technique de cytologie utilisée dans l'étude des membranes cellulaires. Cette technique de cariodécapage elle est fondée sur lyophilisation à très basse température. Donc maintenant, on va voir les propriétés des protéines.
de la membrane plasmique. Donc, premièrement, comme vous voyez ici, on a deux types de protéines. Les protéines extrinsèques ou bien des protéines périphériques. Ce sont des protéines aisément ou bien facilement extractibles car ces protéines à la surface de la membrane, elles sont faiblement associées à la membrane. Et l'autre type, c'est les protéines intrinsèques, de protéines intrinsèques qui sont difficilement extractibles puisqu'ils forment une union structurale avec la membrane plasmique. Donc, leur solubilisation nécessite l'emploi de détergents tels que le SDS, qui est une molécule utilisée généralement pour la solubilisation des protéines qui ont composé la membrane plasmique de la cellule. Donc, généralement, les protéines au niveau de la membrane plasmique, elles ne sont pas pures, mais elles sont associées avec d'autres molécules. Et lorsque le résidu est de nature glycidique, tel que les oligosaccharides, on parle des glycoprotéines. Des autres types, tels que les glycocalyx, donc les oligosaccharides liés aux protéines et aux lipides. Donc, 93% des oligosaccharides liés aux protéines, ce sont des glycoprotéines. Et 7% des oligosaccharides liés aux lipides, ce sont des glycolipides. Et les protéines membranaires sont associées à la bicouche de phospholipides selon le modèle de Sanger. Et donc, selon son modèle de représentation de la membrane plasmique, ce dernier, il correspond à un mosaïque à l'état fluide. Maintenant, on va voir les propriétés principales de la membrane plasmique et parmi eux, on a l'organisation asymétrique, plus particulièrement les lipides qui représentent une dissymétrie de la disposition du phospholipide. Au niveau de la feuillette externe, on trouve généralement les phosphatidylcholines et les sphingomyélines, alors que sur la feuillette interne de la membrane plasmique, on trouve généralement les phosphatidyléthanolamines et les phosphatidylsérines. Donc la membrane plasmique, il est constitué aussi d'un pourcentage du sucre qui sont généralement liés avec les protéines. Il s'agit des chaînes glycosylées. Ils sont localisés spécifiquement du côté extracellulaire. Ils jouent leur rôle dans les interactions de la cellule avec son environnement. Comme j'ai déjà dit, ils sont généralement liés avec les protéines ou bien des lipides à la surface de la membrane plasmique. Donc maintenant, on va voir une autre propriété de la membrane plasmique, c'est la fluidité. Donc les phospholipides et les protéines, ils sont caractérisés généralement par la diffusion latérale qui est très rapide. Et parfois, les lipides, ils ont la capacité de changer leur place avec une échelle de fréquence d'environ 10 à la puissance 7 fois par seconde avec rotation sur leur axe de migration. Et donc, comme vous voyez ici, on a l'expérience de photoblanchiment. Donc, le photoblanchiment est basé sur la perte de fluorescence d'une molécule et le retour à l'état stable, c'est-à-dire à l'état non excité. Et donc, alors, la projection de ce principe sur la cellule repose sur la décoloration de la cellule qui est initialement fixée en anticorps et la réappariement progressif de l'homogénéité. Donc maintenant, on va voir les différents types de mouvements possibles des phospholipides dans la bicouche lipidique à l'intérieur de la membrane plasmique. On a la diffusion latérale ici et l'autre mouvement c'est la rotation et la flexion. Donc restons toujours avec la fluidité de la membrane plasmique et donc en se basant sur la composition du phospholipide en termes des chaînes d'acides gras qui ont saturé
Donc, dans ce cas, on a la bicouche de phospholipides qui est fortement visqueux. Et le cas inverse, lorsque les phospholipides de la membrane comportant des chaînes d'acides gras qui ont insaturé. Donc, dans cette situation, on a la membrane plasmique qui est très fluide et comme vous voyez ici, des jonctions entre ces phospholipides-là. Donc, en général, la fluidité il augmente en fonction de l'augmentation de la teneur en acides gras insaturés et elles dépendent aussi de la quantité de cholestérol, une faible proportion de cholestérol et la longueur des chaînes des phospholipides. Lorsqu'ils sont très faibles, on aura la fluidité qui est toujours très importante. Elles dépendent aussi d'un autre facteur qui est la température. Donc, plus la température augmente, donc plus la fluidité de la membrane plasmique, il aura plus de chances d'être très important. Donc, maintenant, on va voir la composition générale de la membrane plasmique. Donc, premièrement, on a le milieu extérieur ici et le milieu intérieur qui est le cytoplasme. La membrane, elle est composée de bicouches de phospholipides. Donc, cette couche de phospholipides, elle est constituée à son tour d'une unité universelle structurale, c'est les phospholipides. Et donc, on a ces phospholipides et on peut le subdiviser en deux parties. Des chaînes qui sont représentées ici en jaune, ce sont des chaînes hydrophobes. Et l'autre partie, ce sont des têtes ici en rouge qui sont très hydrophiles, c'est-à-dire ils aiment l'eau. Et parmi les autres composants de la membrane plasmique, on a le cholestérol, les glycolipides. Ce sont des composés lipidiques de la membrane qui assurant ou bien qui réalisant une liaison avec un groupement glycidique. Et on a les autres composants de la membrane, ce sont des protéines. Et on a généralement trois types de protéines, des protéines de surface, des protéines périphériques et des protéines qui ont franchi la membrane plasmique. Ce sont des protéines transmembranaires, que ce soit sous forme de structure en hélice alpha, comme vous voyez ici, ou bien des protéines transmembranaires sous forme globulaire, et des autres protéines qui ont sous forme des canaux. Ce sont des protéines qui assurent les échanges entre le milieu extérieur et le cytoplasme. On a d'autres protéines, ce sont des protéines globulaires. Donc, ces protéines globulaires, elles peuvent être nues, c'est-à-dire elles n'ont aucune liaison avec un groupement glycidique, ou bien elles sont liées avec un groupement glycidique et dans ce cas, on aura la formation des glycoprotéines. Et le dernier composant de la membrane plasmique, ce sont des filaments de cytosquelettes, comme vous voyez ici, qui sont représentés en jaune clair foncé. Je passe à la deuxième partie concernant les rôles physiologiques de la membrane plasmique. Alors, parmi les rôles physiologiques de la membrane plasmique, c'est les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire. Donc, ces échanges ils sont réalisés par, on peut le subdiviser en deux types, le transport passif et le transport actif. Donc, en grosso modo, passif, puisqu'il n'utilise aucune source d'énergie, et actif, il nécessite un apport énergétique tel que l'ATP, tel que la molécule énergétique universelle de la cellule, c'est l'ATP. Et donc, le transport passif, comme vous voyez ici, il est subdivisé à son tour en deux sous-classes. Donc, la diffusion simple, c'est le passage des molécules très fines qui franchissant la bicouche lipidique de la membrane. Et on a un autre type de transport passif, c'est le transport facilité ou bien la diffusion facilitée qui nécessite la présence des protéines transmembranaires.
Et donc voilà une autre figure à partir de laquelle je veux extraire deux informations essentielles. Premièrement, concernant la diffusion facilitée, on a deux types de protéines qui assurent cette fonction, soit par les canaux ici ou bien par les perméases. Pour les perméases ici, comme vous voyez, on a la forme globulaire de site de fixation de cette molécule qui est sous forme des petits globules. Et donc maintenant on va voir le principe de la diffusion simple. Donc comme vous voyez ici, on a la diffusion simple à l'intérieur d'un compartiment, et comme vous voyez ici, on a la flèche correspond au flux du soluté. Et donc, l'eau solutée, elle franchit cette barrière membranaire qui est perméable. Donc, ce passage est s'effectué du milieu qui est le plus concentré vers le milieu qui est le moins concentré. Donc, généralement, la diffusion passive du soluté est du côté le plus concentré vers le milieu, ou bien le côté le moins concentré. Donc la solution tend à s'homogénéiser ou bien à s'équilibrer. Ce type de transport ou bien ce type de diffusion, elle dépend seulement de la température et de la pression du milieu. Donc concernant le transport passif, donc c'est un transport sans consommation de l'énergie, donc il ne nécessite pas la présence ou bien l'hydrolyse de l'ATP. Il s'agit d'une diffusion simple et s'effectue généralement par des glycoprotéines transmembranaires, transporteurs passifs, ou bien par des complexes macromoléculaires de glycoprotéines intrinsèques tels que les canaux ioniques. Donc voilà cette figure qui représente les deux types de transport passif. Premièrement, on a la diffusion simple. Elle s'intéresse au transport des petites molécules non polaires telles que l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'oxyde d'azote, et polaires mais non chargées telles que l'éthanol, l'urée et de l'H2O. Et le second type de transport passif, c'est la diffusion facilitée. Elle est dite facilitée puisque elle nécessite la présence d'une protéine transmembranaire qui facilite le passage de ces molécules tels que le glucose, les acides aminés, les acides nucléiques et des molécules chargées du milieu où ils sont plus concentrés vers le milieu le moins concentré, mais sans consommation d'aucune molécule d'ATP. Donc maintenant, on va voir la diffusion facilitée à travers des canaux ioniques. Donc généralement, un canal ionique est un ensemble de protéines transmembranaires regroupés avec un passage central. Donc dans l'ouverture, elle est conforme à la taille de l'ion à transporter. Donc généralement, les canaux ioniques présentant une ouverture contrôlée par la tension, ou bien la différence de potentiel membranaire, par un ligand, ou bien elles sont contrôlées mécaniquement. Donc voilà ce tableau qui représente la concentration de certains ions chez une cellule de mammifère. Par exemple, ici, les ions de sodium, on aura une concentration intracellulaire qui varie de 5 à 15 millimoles, alors que leur concentration elle est très importante dans l'espace intercellulaire ou bien dans le milieu extracellulaire, qui peut atteindre jusqu'à 145 millimoles. Même chose concernant les ions de chlore, alors que les ions de potassium, ils sont plus concentrés dans le milieu intracellulaire par rapport au milieu extracellulaire. Donc à retenir, c'est que la diffusion passive des ions, elle s'effectue toujours dans le sens du gradient de concentration. La perméabilité elle dépend de la taille et la charge. Et donc, en se basant sur la valence des ions, donc les ions monovalents, ils ont tendance à être transportés facilement
par rapport aux ions divalents et aux ions trivalents. Donc maintenant, je vais aborder le transport actif. Donc comme une simple définition, un transport actif d'ions ou de molécules est s'effectuer contre le gradient de concentration. Donc c'est le cas inverse lorsque on parle de transport passif. Il consomme de l'énergie. Parmi les autres propriétés de ce type de transport, il peut être couplé avec un mécanisme qui produisant de l'énergie. Donc on a plusieurs types de transport actifs. Premièrement, le transport actif primaire d'ions. Donc ce transport hydrolyse de l'ATP intracellulaire par des ATPases. On parle aussi de pompes qui permettant le transport des molécules contre leur sens de gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu moins concentré vers le milieu le plus concentré. Et ce processus nécessite l'apport des molécules de l'ATP pour assurer ou bien pour réaliser ces opérations. Et donc maintenant, on va voir le second type de transport actif, c'est le transport actif secondaire d'ions ou de molécules. Donc, il s'agit d'un couplage de transport actif avec un transport passif. Comme vous voyez ici l'exemple de transport de saccharose qui est couplé avec les ions H+, du milieu extracellulaire, c'est la lumière de l'intestin, vers les cellules intestinales. Le transport actif secondaire, c'est un transport actif mu par un gradient d'ions. Donc le transport secondaire correspond au transport de deux solutés et on a ici les ions H+ et le saccharose simultanément. Donc, ce cotransport peut être dans la même direction. Dans ce cas de saccharose avec les ions H+, il s'agit alors de sympore. Donc, ce type de transport, il utilise l'énergie fournie par un gradient électrochimique d'un ion, tel que les ions H+, ou bien les ions de sodium. Et donc, on parle de sympore. Donc, lorsque l'ion et le substrat transportés dans le même sens, et on parle d'antipore, donc lorsque l'ion et la soluté sont transportés en sens opposé. Et alors, comme j'ai déjà dit, c'est que le transport actif secondaire est peut-être réalisé par un mécanisme de sympore, dans le même sens, et on parle de sympore, et c'est le cas de transport de saccharose contre leur sens de gradient de concentration, couplé avec le passage des ions H+ de la lumière intestinale vers la cellule de l'épithélium intestinal. Et concernant le second cas de transport actif secondaire, c'est lorsqu'on parle de l'antipore. Donc l'antipore, parce que les ions et la molécule à transporter, ils sont transportés dans les sens opposés. Et donc cette figure représente un exemple de transport actif secondaire. Le transporteur GLUT1, il assure le transport du glucose contre leur sens de concentration, c'est-à-dire du milieu où le glucose il est faiblement concentré vers la cellule de l'épithélium intestinal où il est caractérisé par une forte concentration. Donc ce transport de la lumière intestinale vers la cellule de l'épithélium est couplé par le transport des ions de sodium Na+. Il est couplé ou bien il est associé par le passage des ions de sodium dans leur sens de concentration et dans la même direction de celle de transport du glucose. Et donc le GLUT1 est un cotransporteur de type sympore. Il s'agit du couplage du transport actif avec un transport passif. Et alors le transport du glucose qui est énergétiquement défavorable utilise l'énergie du transport des ions de sodium
Et alors maintenant on va voir quelques points de différence et de ressemblance entre le transport actif primaire et le cotransport ou bien le transport actif secondaire. Donc, dans ce tableau, vous voyez les différences entre un transport actif et un transport secondaire ou un cotransport. Donc, comme vous voyez, les deux nécessitant la présence d'une protéine spécifique, les deux transportant les solutés contre leur sens de gradient de concentration. Donc, il y a un transport actif qui est associé à l'hydrolyse de l'ATP concernant le transport actif primaire, mais non pas pour le cotransport. Alors, le cotransport ou bien le transport secondaire, c'est un transport qui est permis par le déplacement d'un ion cotransporté dans le sens de son gradient de concentration. Et donc, ce passage, il est utilisé comme source d'énergie pour assurer le déplacement des molécules contre leur sens de gradient de concentration. Et donc, en ce qui concerne les exemples des molécules à transporter, ce sont un peu similaires pour les deux types de transport. Et donc, voilà, c'est terminé pour ce chapitre numéro 2. Merci, à bientôt.